Il est 12h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindie. Élections municipales et régionales du 13 octobre prochain, on ne peut plus déposer de dossier de candidature à la CEI. L'opération s'est achevée hier. Prévention des conflits transfrontaliers Côte d'Ivoire-Guinée, les deux pays se concertent amont dans le but de renforcer les relations de bon voisinage. Khalifa Sall, condamné à 5 ans de prison, le verdict du procès du maire de Dakar vient de tomber. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la raison. Madame, Monsieur, bonjour. Il n'y aura pas de report pour le dépôt des dossiers des candidatures à la CEI. Pour ce qui est des élections régionales et municipales, la commission électorale indépendante a mis fin hier à l'opération conformément à la loi. Les précisions de Koné Sourou, le vice-président de la CEI. Nous avons fixé la date du 29 août en tenant compte des articles 116 et 120 du Code électoral qui indiquent que les dossiers de candidature doivent être déposés 45 jours avant la date du scrutin. Et la date du scrutin ayant été fixée par un décret pris en Conseil des ministres, donc nous sommes obligés de nous adapter aux dispositions du Code électoral parce que c'est notre bréviaire, c'est ce que nous suivons, c'est notre boussole. Donc il n'est pas possible pour nous de reporter la date de dépôt des dossiers. Sinon nous serons en dehors des dispositions du Code électoral. Koné Sourou, le vice-président de la CEI, la commission électorale indépendante, le PDCI qui auparavant avait demandé un réaménagement des dates de dépôt de dossiers de candidature pour les élections locales, évoquant les vacances judiciaires, a finalement acheminé les dossiers de ses candidats à la CEI avant la clôture de l'opération. Le secrétaire exécutif du PDCI, qui était hier face à la presse, a fait savoir que ce réaménagement demandé n'est nullement une pression. Il a aussi abordé la question des candidats qui se retrouveraient en même temps sur deux listes. Sur ce sujet, le secrétaire exécutif du PDCI rappelle que la majorité de ces candidats iront sous la bannière du PDCI. Maurice Kakou-Gikawi. Au terme des clarifications, l'écrasante majorité des personnalités interpellées a réaffirmé son appartenance au PDCI-RDA et confirmé sa détermination à conduire la liste investie par le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA rappelle également que l'article 19 de la Constitution garantit à tous la liberté de penser et la liberté d'expression ainsi que le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Le RHDP unifié, qui est pour le maintien du scrutin, parraine également des candidats aux municipales et aux régionales. Le président exécutif de Sur les traces d'Oufouette-Boigny, hier, au cours d'une conférence de presse, est revenu sur les conduites à tenir pour les candidats du RHDP unifié. On écoute Kobedan Kwasi Adjoumani. Nous avons décidé d'aller en RHDP parce que nous pensons que c'est la voie du salut pour notre pays. Mieux, la mise en place du parti unifié est un processus qui va s'achever dans un délai de 12 à 18 mois. Avant ce terme, le RHDP, en tant que groupement politique, n'a pas été dissous. Par conséquent, le logo du RHDP continue d'exister. Les cadres PDCI qui ont décidé d'aller en RHDP ont donc le droit d'utiliser le logo RHDP où le logo PDCI est représenté. À Korogo, le superviseur de l'école du RDR veut permettre aux militants du parti unifié RHDP d'être informés sur la vie et les activités du RHDP. Une plateforme d'échange vient d'être créée dans l'Est district des Savanes. Cette plateforme est dénommée Espace républicain. Soro Salifou est le superviseur de l'école du RDR à Korogo et c'est lui l'initiateur. On l'écoute. Depuis un moment, nous avons constaté sur le terrain des réactions qui nous surprennent de la part des militants, notamment le problème de discipline. Ce sont des choses qui, pour nous, représentent un véritable danger. Beaucoup de contre-vérités sont dites sur le terrain. Nous avons initié l'espace républicain, une tribune d'échange entre les différents militants du parti unifié RHDP
de sorte à permettre que les militants soient informés sur la vie et l'évolution donc de notre parti, mais aussi également profiter pour donner des séances de formation aux militants. À travers donc cet espace, nous aurons donc le temps de désintoxiquer les militants et la population, d'informer régulièrement les militants sur ce qui est réellement. La Côte d'Ivoire et la Guinée ne veulent plus entendre parler de conflits transfrontaliers. Les autorités des deux pays se sont rencontrées à Mans pour faire le diagnostic de la situation qui prévaut dans les circonscriptions administratives situées le long de la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Le but étant de créer des conditions pacifiques dans les zones frontalières. Sur les enjeux de cette rencontre, écoutons le directeur général de l'administration du territoire ivoirien, Amani Ipou Félicien. La question qui est au cœur de ces conflits, c'est sans doute des rapports entre communautés qui ne sont pas toujours bien appréhendés, bien encadrés, de sorte que des communautés de part et d'autre peuvent se méprendre sur l'espace dans lequel ces communautés se déploient. Et donc, la rencontre entre les administrations vont permettre de mieux cibler ces cas de conflit, d'identifier les solutions appropriées et de mener la sensibilisation nécessaire de sorte à ce que la cohésion soit au cœur de cette coopération entre ces communautés. Pour le directeur de l'administration du territoire guinéen, cette rencontre vient à point nommé pour permettre aux deux délégations de promouvoir la cohésion sociale et la paix. Fadama Itala Kourouma. Notre présence ici se justifie par le fait que nos deux gouvernements aient estimé qu'il est temps que les autorités administratives territoriales frontalières se retrouvent pour échanger en vue de trouver la solution à la problématique de la récurrence des conflits intempestifs qui opposent les populations qui vivent le long de la frontière commune de 610 km. Il va sans dire que la bonne cohabitation serait la solution idoine. Faire des propositions pertinentes, des recommandations que nous allons remonter à la haute attention des ministres respectifs. La jeune chambre internationale de Séguéla a un nouveau président. Doumbia Moussa a été élu au cours de la convention locale de sa structure pour un mandat d'1 an non renouvelable. Alassane Koulibaly. La convention locale de la Jeune Chambre internationale permet de renouveler les instances de l'institution. Une rencontre qui a lieu une fois l'année et au cours de laquelle le bilan de l'année écoulée est dressé par le président sortant et l'on procède à l'investiture du nouveau président. Touré Deriot Fassili, sénateur à la Jeune Chambre internationale. La convention locale a permis de renouveler la tête de la Jeune Chambre Séguéla. Il y a eu les travaux, c'est-à-dire faire le point des différentes activités qui ont eu lieu au cours de l'année. Et après ces points-là, élire ceux-mêmes qui vont diriger la Jeune Chambre l'année qui va suivre. Toutes les activités au compte de la mandature 2018 ont été réalisées. Un bilan globalement positif selon Nyami Wilson Fabrice, le président sortant. Toutes les activités qui avaient été prévues en début du mandat ont été réalisées. Oui, donc, et naturellement, il y a eu, après enquête, un fort impact. Donc, on peut dire que le bilan est positif dans l'ensemble. Le tout nouveau président place son mandat sous le signe de la motivation de ses collaborateurs afin de rehausser l'image de la Jeune Chambre internationale Séguéla. Doumbia Moussa, président au compte de la mandature 2019. Et notre vision est intitulée Abnégation de tous pour une cause commune. Et le signe de ce mandat-là, c'est viser toujours plus haut. Il s'agit donc pour nous de motiver nos amis du mieux que nous pouvons afin qu'ils puissent inculquer les valeurs Jeune Chambre et nous avons pour vocation d'impacter positivement notre société. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Les acteurs de la filière coton anacarde de la région du Poro veulent relever le défi de leader mondial de la qualité de la noix de cajou. Ils se sont retrouvés pour sensibiliser les producteurs sur l'amélioration de la qualité de leurs produits. Il s'agissait surtout de mettre l'accent sur l'importance que revêt la qualité dans la commercialisation de la noix de cajou. Le message a été bien perçu par les producteurs qui s'engagent à relever ce défi. Avant, si on ramasse anacarde, on ne laisse pas à chercher, on va vendre. Actuellement, il faut que la Côte d'Ivoire devienne premier modèle en qualité anacarde. Je me nomme Soro Kakpocha. Avec les conseils de l'ANADER aujourd'hui, je produis la qualité. On doit bien sécher les noix, les trier et les mettre dans les sacs jute. J'invite les producteurs à suivre les conseils de l'ANADER pour faire la qualité.
Surumana, je vais faire la qualité, mais je ne connais pas comment me ranger pour faire de bonne qualité. Les conseils de l'ANADE, avant je ne suivais pas. Maintenant, je vais suivre. À Tienka, un village situé à 15 km de Ketiola a été entièrement incendié par des jeunes en colère. Ces jeunes ont brûlé des maisons en raison de la disparition d'un chauffeur. Ce dernier, selon eux, n'a pas donné signe de vie depuis qu'il a déposé dans ce village les habitants d'une autre localité venue à Ketiola pour disputer un match de football. Le reportage de Patrick Nguessin-Mboa. À Tienka, village de la sous-préfecture de Timbé, en ruine depuis ce mardi 28 août 2018. Maison en paille, calcinée. Maison en dur vandalisée et pillée, rue déserte, c'est le triste constat qui nous a été présenté ce jour dans cette localité de près de 3000 âmes. Unsugan Agbekou, ressortissant togolais vivant dans ce village depuis près d'1 an, regrette cet acte perpétré par des inconnus. Nous avons les vivres dedans, mon vélo, les matériels de femmes, les ustensiles de cuisine, il n'y a pas quelque chose qui est resté. Tout est brûlé. Aimé Koulibaly, lui, est éleveur. Sa ferme de poulets a été entièrement pillée. Aujourd'hui, mes parents n'ont rien. Bon, moi aussi, je n'ai rien. Bon, je suis venu. Bon, j'ai pris des crédits. Quand ils sont rentrés, bon, j'ai eu peur. Je suis rentré en brousse. Voilà. Touré Yereya, cultivateur, a également subi ces actes de vandalisme perpétrés par ces inconnus. À l'heure même, il y a construit, il y avait 500 000. Tout s'est brûlé. Et je ne sais même pas où il a dormi aujourd'hui. Quant à Touré Aya, une nonagénaire de ce village, elle est totalement désemparée. Ce que j'ai vu aujourd'hui, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu ça. Comme je suis malade, je ne peux pas la créer pas. La rentrée scolaire est prévue pour le 10 septembre prochain. Malheureusement, des élèves de ce village risquent de ne pas aller à l'école du fait de leur acte d'état civil parti en fumée. Thio Nyanléban Marcelin, fils du village. Les parents ont perdu tout ce qu'ils ont comme papyrus, extrait, diplôme de leur enfant. Et c'est bientôt la rentrée. Ça, c'est un grand problème qu'on veut soumettre à l'État de Côte d'Ivoire. La gendarmerie s'étant saisie de l'affaire, le préfet de région, préfet du département de Ketiola, tient à rassurer les populations et lance un appel au calme. L'affaire suit son cours. Il ne sert à rien d'aller de vengeance en vengeance. C'est faisant, nous serons en train de détruire notre société. Et donc, j'invite la population, surtout les jeunes, de s'abstenir de tout acte de vengeance. La justice est là pour tout le monde. Souhaitons tout simplement une réaction rapide des autorités en vue de soulager les habitants de ce village sinistré. Patrick Nguessin-Mboa, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. La régionale. La régionale nous conduit à Yamoussoukro pour une colonie de vacances des enfants malades du diabète. Seydou Koulibaly. Bilé Maïva Michel, âgé seulement de 10 ans, est atteint de diabète de type 1. Selon lui, sa maladie est la conséquence de ses habitudes alimentaires. Moi, j'ai sucré, moi j'ai beaucoup de glace, des bonbons, toujours m'empiffrer, tout ce que je veux. Maintenant, je ne peux plus, je suis obligée de réduire ma ration alimentaire pour que ma santé soit meilleure. Les activités, on fait toutes sortes de sports, natation, basketball, football, de sorte à s'amuser et puis à faire descendre notre taux de glycémie. Aujourd'hui, avec la pratique du sport, il se sent de plus en plus mieux. Et cette colonie de vacances vient à point nommé, car cela lui a permis d'apprendre beaucoup sur la vie de Feu Félix Feu-Boigny. Nous avons vu beaucoup de choses et nous avons appris beaucoup de choses qui nous semblaient impressionnantes, quoi. Nous avons vu les photos de Félix Feu-Boigny, la construction de la basilique, beaucoup de choses, quoi. Nous avons appris des choses que nous ne connaissions pas, que nous n'avons jamais vues, et même qui sont passées avant notre naissance. Tout comme lui, Kona Amena Olivier en classe de 6e est aussi atteinte de diabète de type 1. Sa présence ici à Yamoussoukro dans le cadre de cette colonie de vacances constitue pour elle une grande découverte des édifices du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Vraiment, cette visite-là, c'était quelque chose qui m'a surpris parce que je ne savais pas tout cela avant qu'il y avait des coins comme ça. Si le président Félix Feu-Boigny a créé tout ça, c'est pour que demain aussi, nous puissions profiter de ce qu'eux ont profité. Moi, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose comme ça. Quand tu vois, quand tu rentres là, tu penses que toi-même, tu es au paradis, vraiment. J'étais vraiment émotionnée parce que je ne savais pas ça avant. Parce
Parce qu'à chaque fois qu'il y aura des occasions comme ça, nous aussi, nous prions aussi pour que les autres enfants qui sont diabétiques dans le monde, qui ne connaissent pas ça, aient la même chose comme nous. Je m'appelle Yapo Ozili Joseph Marie Émile. Je visite beaucoup. Et puis c'est amusant aussi. J'ai appris beaucoup. Je connais où il habitait. On a vu la basilique. Oui, je me sens bien, très bien. En Côte d'Ivoire, moins de 300 enfants répertoriés vivent avec cette maladie. Et c'est pour réduire considérablement ce taux d'enfants diabétiques que le gouvernement a mis en place un projet qui vise à améliorer les soins de santé sur l'enfant. Et cela par la pratique des sorties détentes et sportives. Le docteur Amos Ankotié, responsable de l'unité de diabétologie, pilote ce projet. Ce qu'on retient, c'est le côté didactique, éducatif de toute cette journée. Il y a d'abord le sport. Au-delà de la visite, ils ont fait une activité sportive qui permet de réduire le taux de sucre dans le sang, donc de baisser la glycémie. Vous voyez, même qu'ils sont allés, dès qu'on a fini de monter les marches de la basilique, vous voyez, dès qu'ils ont fini, ils se sont resucrés systématiquement. Ça fait partie des gestes qu'on leur demande et qu'on recommande. Après un effort assez intense, il faut se resucrer et donc connaître ses limites. Et puis, ils se sont replongés un peu dans l'histoire de notre pays, connaître l'histoire de ce pays, du grand bâtisseur qu'est Félix Houphouët-Boigny, c'est quand même important pour ceux qui n'ont même pas connu et qui sont nés après même son décès. Donc je pense que ça a été une très belle journée de nous replonger dans l'histoire de notre pays. Environ 542 000 enfants de moins de 14 ans vivent avec le diabète de type 1 dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, ce projet d'amélioration des soins de santé des enfants diabétiques va durer 2 ans. C'est tout pour la régionale de ce jeudi. À la semaine prochaine. Le maire de Dakar vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme pour escroquerie sur fonds publics. Le verdict du procès de Khalifa Sall vient de tomber au tribunal de Dakar. Khalifa Sall, qui ne pourra plus se présenter à la présidentielle du 26 juillet prochain au Sénégal, a déjà passé 1 année en prison. Il lui reste donc 4 années à purger. Les femmes camerounaises appellent au retour de la paix dans l'ouest anglophone. Elles ont organisé hier un sitting au sud-ouest du pays pour dénoncer les violences nées depuis plus de 2 ans par ce qu'on appelle la crise anglophone. Cette crise a éclaté lorsque les Camerounais de cette zone ont commencé à revendiquer la représentativité équitable dans les institutions par rapport aux autres régions, mais ni les dialogues initiés par Yaoundé, ni les arrestations des leaders de la sécession n'ont suffi jusqu'ici à faire baisser la tension. La crise a déjà fait quelques 600 morts parmi les civils. Emerson Mnangagwa, le président zimbabwéen, nomme un Sud-Africain à la tête d'une commission sur les violences post-électorales. On se rappelle que le 1er août dernier, à Harare, l'armée avait ouvert le feu sur une manifestation de partisans de l'opposition qui réclamaient la publication immédiate des résultats des scrutins présidentiels et législatifs disputés 2 jours plus tôt. L'intervention de l'armée a fait 6 morts et plusieurs blessés. La commission sera donc chargée de déterminer les circonstances qui ont conduit aux violences et d'en identifier les responsables. Ce journal est terminé. Le rappel des titres. Élections municipales et régionales du 13 octobre prochain, on ne peut plus déposer de dossier de candidature à la CEI. L'opération s'est achevée hier. Prévention des conflits transfrontaliers Côte d'Ivoire-Guinée, les 2 pays se concertent amont dans le but de renforcer les relations de bon voisinage. Et puis Khalifa Sall l'a condamné à 5 ans de prison. Le verdict du procès du maire de Dakar vient de tomber.